Nous sommes aujourd'hui dans la maison des porteurs de projets de l'opération Val de Fontenay Alouette, pour la 4e fois maintenant. Alors, maison des porteurs de projets, parce que ça ne ressemble pas trop à une maison des projets. On a remisé la maquette un peu sur le côté, on a poussé les plans du projet. L'objectif étant que ce soit des acteurs de la ville, et en l'occurrence aujourd'hui l'association Habitude, depuis quelques semaines et pour encore 2 mois, l'association Habitude qui occupe le lieu pour faire de la recyclerie de vêtements. Ils récupèrent des dons, ils trient et ils revendent pour une seconde vie tous ces vêtements qu'on voit derrière nous. Mais ce qui fait pour nous la spécificité et peut-être l'originalité de cette maison des projets de Val de Fontenay. Alors pour discuter aujourd'hui, vous êtes 2, Gwenaëlle Daboville qui est directrice de l'agence Ville Ouverte, fondée en 2005, si je ne dis pas de bêtises, et qui est assistant maître d'ouvrage, programmiste, vous aidez à la concertation, vous faites plein de choses pour rendre la ville que l'on crée plus intelligente. On va dire ça comme ça, tu pourras préciser derrière. Et Raphaël, tu es directrice générale adjointe de Marne-au-Bois SPL, l'aménageur de Val de Fontenay. Je suis François Bourvic, le directeur général de la SPL Marne-au-Bois. On avait envie d'échanger, de prendre un peu de temps pour échanger avec toi, Gwenaëlle, aujourd'hui, parce que tu fais partie de l'équipe de maîtrise de la vie urbaine qui travaille aujourd'hui sur l'opération Val de Fontenay Alouette, et parce que tu as une expérience maintenant assez fournie justement sur des grands territoires en requalification, en reconversion, sur lesquels on retravaille. Et ça nous intéressait de pouvoir prendre du temps pour voir les spécificités, aussi les enjeux qui traversent notre opération aujourd'hui. Mais avant d'en arriver là, quelle a été ta première impression la première fois que tu es arrivé dans Val de Fontenay? Alors soit quand on a lancé la mission, mais peut-être même avant, si tu as découvert le site avant qu'on ne lance notre contrat ensemble. Ouais. Moi, je connaissais Val de Fontenay de 2 manières. Par le RER, parce que j'enseigne à l'école d'architecture de Marne-la-Vallée. Et donc, je change de RER entre le E et le A à Val de Fontenay plusieurs fois par semaine. Donc, je voyais, puisque c'est cette station de RER complètement folle où on attend son RER au milieu de l'autoroute. Et donc, on voit quand même le quartier. Et ensuite, le RER tourne et longe ces grands tertiaires du Val de Fontenay Est. Donc je connaissais ça, et je connaissais cette chose très belle qui sont les couchers de soleil entre 18 et 20 heures, là, en printemps-été, où on commence à apercevoir la vallée de la Marne, un peu de géographie, on voit le fort de la Redoute, voilà, donc je voyais ça. Ça, je connaissais, mais j'étais jamais sortie de la station RER. Donc c'était assez rigolo d'émerger et de voir ce qu'il y avait juste derrière, quoi. C'est ce monde du RER. Et l'autre manière que j'avais de connaître, c'était plutôt en voiture, sortie de la 86, côté Montreuil, et remonter le coteau de Fontenay. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais beaucoup fait comme automobiliste. Et donc j'avais ces 2 visions par les infrastructures de transport. Et ce qu'il y avait entre les deux, pour moi, c'était inconnu. Mais ce qui est, c'est vrai qu'on s'en rend plus compte, mais ce qui doit être en fait une expérience que vivent tellement de franciliens, entre les 100 000 voyageurs qui sont dans la gare tous les jours et le petit bouchon que nous avons ici en sortie de Nogent pour aller jusqu'à Montreuil sur la 86. Effectivement, c'est une petite expérience. Et alors, qu'est-ce que ça t'a donné? Qu'est-ce qui t'a surpris? Qu'est-ce que tu t'es dit en sortant justement de ton RER pour découvrir Val de Fontenay? Alors, j'ai eu la première impression que j'ai eue, c'est que il y a eu l'impression de quelque chose qui s'est affaissé, essoufflé. Moi, je trouve que Val de Fontenay, c'est un exemple assez fort d'un ensemble urbain qui est en fin de cycle, qui a eu un projet, même une utopie, qui a probablement très bien vécu un temps et qui doit se réinventer. Et je trouve qu'on sent ça
c'est-à-dire à la fois la valeur du projet qui a existé pour le créer, et en même temps son essoufflement, cette espèce de souffler, retomber. Voilà, moi je trouve qu'on sent ça quand on sort de la gare parce qu'on est tout de suite dans le tertiaire. Et quand on remonte un peu, moi la deuxième chose qui m'a beaucoup frappée, c'est la présence de la géographie dans ce site, que j'avais pas tant que ça en tête. Et ce très grand coteau est de Fontenay, en fait il a une très belle présence dans le territoire, dans les vues. Et puis on a une armature végétale qui est exceptionnelle ici et qu'on frôle partout sur le site. Donc c'est les deux éléments qui m'ont frappée quand je l'ai découvert enfin comme piétonne. Et quand tu parles d'utopie, tu penses à quoi par exemple? Pour moi c'est vraiment l'utopie de la modernité ici. C'est qu'est-ce que c'est que de sortir de la précarité de ce qu'ont représenté les premières installations en ville. En fait, nos villes, elles ont cru follement pendant le XXe siècle. Et la réalité des vies humaines dans les villes, pour beaucoup de gens, ça a été des installations précaires. Précaires matériellement, je veux dire. C'est de l'autoconstruction, c'est des gens qui vivent dans des logements en surnombre. C'est un accès aux services, l'eau potable, etc., l'hygiène, tout ça qui était très manquant. Et Val-de-Fontenay, c'est l'histoire d'un quartier qui répond à ça, qui prend au sérieux la question du logement des classes populaires et moyennes, et donc qui apporte la modernité avec toute l'utopie automobile, toute l'utopie de la vitesse, toute l'utopie de la technique aussi. Qui va avec. Donc, et Val-de-Fontenay a été, en plus de ça, porteur d'une utopie sociale qui est extrêmement forte et qui aussi se lit dans le quartier, quoi. Et est-ce que tu as eu la même impression, parce que je suis assez surpris par le terme d'essoufflement que tu évoquais, ce sentiment assez physique, est-ce que tu as eu le même sentiment d'essoufflement une fois passé le pôle tertiaire pour arriver dans la ZUP, qui est juste derrière, hein, à la rue d'après, qui est un grand quartier d'habitat, pas que social d'ailleurs, assez mixte. Est-ce que tu as eu le même effet de fin de cycle, sachant que l'urbanisme n'est pas exactement le même dans la ZUP que dans le pôle tertiaire de Val-de-Fontenay en tant que tel? Est-ce que tu as eu le même sentiment ou pas? Alors, pas du tout. Quand je parle d'essoufflement, je parle vraiment du pôle tertiaire autour du RER. Je ne parle pas du tout des quartiers habités. Qui pour le coup racontent une toute autre histoire et paraissent au contraire assez spécialement en bonne santé, quoi. Très vivants. Je pense qu'il y a des marques d'essoufflement dans les quartiers habités qui sont plutôt sur les petits pôles commerciaux qui vivotent et dont on sent que il y a des commerces, certains commerces qui sont là depuis longtemps, on n'est pas sûr qu'ils durent beaucoup, et d'autres commerces qui sont plutôt opportunistes, pas forcément aussi qualitatifs qu'ils pourraient l'être, et ne déployant pas aussi toutes les qualités de ces bâtiments-là qui en ont plein. Mais cette ZUP, je pense qu'il faut en parler, il faut inviter les étudiants à venir s'y balader et même toute personne intéressée un petit peu par l'urbanisme et l'architecture. C'est un endroit qui est assez unique en fait en Île-de-France, avec un rapport qui est extrêmement intéressant du point de vue privé de l'emprise du bâti et l'espace public, qui peut être parfois privée d'ailleurs, mais qui est tout à fait particulière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de privatisation de l'espace extérieur autour des bâtiments. C'est extrêmement vert, puisque les services de la ville viennent entretenir aussi ces espaces-là. Et est-ce que ça, c'est quelque chose qui, en termes programmatiques ou en termes d'installation urbaine, vous motive aussi, vous, dans les réflexions que vous avez sur l'opération de VDFA? Ouais, ça nous motive et ça nous inspire. Parce qu'il y a une histoire sociale très particulière à Fontenay qui est liée à la manière dont la ZUP a atterri sur le territoire dans une renégociation politique très forte, où un nouveau maire a imposé une donne qui a transformé le projet d'origine en
baissant le nombre de logements, en demandant des gabarits, des caractéristiques de logement, notamment sur des ouvertures extérieures très particulières, en demandant à ce qu'il y ait une mixité fonctionnelle dans ce quartier qui n'était pas prévue à l'origine, avec déjà cette idée dans les années 60 de lutter contre ce qu'ils appelaient la cité dortoir. Donc il y a une vraie négociation et une bataille sur les espaces publics qui perdure aujourd'hui parce que cette ZUP n'a pas été résidentialisée. Et donc on garde une liberté de cheminement qui est totale, puisque effectivement les bâtiments ont un tour d'échelle très très fin, de mémoire 50 cm, mais tout le reste est autour du bâtiment, tout le reste est de l'espace public qui est ouvert librement à la circulation de tous les usagers de la ville, donc ça c'est assez incroyable, avec un vrai projet d'entretien de ces espaces verts dès l'origine, et donc un investissement en fonctionnement, en entretien, mais aussi en animation, parce qu'il y a la transhumance des moutons tous les ans, enfin il y a aussi toute une pédagogie des services de la ville de Fontenay pour faire vivre ces espaces-là. Et aujourd'hui, ça se renouvelle parce qu'on a dernièrement refusé la densification de cette ZUP. Enfin, les élus de Fontenay ont refusé la densification de cette ZUP et ont, dans le dernier PLUI, voté classer la zone, classer les espaces boisés de la ZUP en zone N. Mettant là un coin, vraiment bloquant la possibilité de construire sur ces espaces de nature qui ont été plantés à la fin des années 60 et qui depuis n'ont pas été touchés et qui ont pu se déployer dans des bonnes conditions. Du coup, il y a vraiment ici une volonté très forte et donc nous, en pensant le recyclage du quartier Val de Fontenay qui a des frontières, très larges, très longues, plutôt du nord au sud avec cette ZUP, on s'inspire en fait de cette trame-là qui reste une trame investie par les habitants et défendue par les élus. Donc ce serait fou de tourner le dos à cette figure d'espace public qui en plus correspond à la figure d'un coteau qui descend vers un Talweg. Donc il y a quelque chose qui nous est donné dans la géographie, qui a été de manière assez exceptionnelle repris dans le dessin de la ZUP, y compris dans ses terrassements, et qui aujourd'hui peut être poursuivi alors que le pôle tertiaire avait lui tourné le dos à ça. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, on sent l'utopie des années 60-70 qui a été, comme tu le disais, défendue, y compris très récemment dans le PLUI, pour dire les espaces verts du grand ensemble sont à préserver et à redévelopper, et à magnifier, etc. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de produire une ville neuve, même si elle part d'existant, réintroduisant cette même logique de non-résidentialisation, de réintroduction de cheminements ouverts, etc., alors qu'on sent bien qu'il y a une partie des demandes sociales ou de l'opinion publique ou du promoteur ou de l'investisseur qui sont très contraires à ces orientations-là. En tout cas, on le sent, nous, en tant qu'aménageurs. Est-ce qu'il te semble possible et à quelles conditions de pouvoir construire, produire cette ville-là sur cette structure ouverte? Oui, c'est une très belle question parce que ce qui se passe dans la ZUP ne se passe pas de manière absolument évidente et sereine. Les élus portent aussi cette ouverture-là des espaces verts et des espaces publics contre la volonté de certains habitants qui auraient été favorables à des résidentialisations. C'est effectivement quelque chose qui nous demande, pour être crédible et pour que ça fonctionne et pour que ça réponde aux attentes de sécurité, de lisibilité, de repérage élémentaire des usagers, il faut en effet qu'on se donne des conditions, quoi. Alors ici, on est très aidé par la puissance du pôle de transport. C'est-à-dire que la gare et ses dizaines de milliers de voyageurs quotidiens, enfin centaines de milliers de voyageurs quotidiens, en fait, a une espèce de fonction comme un cœur, quoi, qui va pomper dans des artères des flux, une animation, une vie, des traversées qu'on doit vraiment s'attacher à suivre pour essayer de comprendre où ça va passer, où ça pouvait passer, quel choix on doit donner aussi, parce que la leçon de la ZUP,
c'est ça, c'est qu'il y a une qualité exceptionnelle de cheminement dans une ville quand on peut faire un choix. Est-ce qu'aujourd'hui je vais vite ou est-ce que je déambule? Est-ce que je suis plutôt calme ou est-ce que je vais plutôt en profiter pour attraper quelques commerces? Est-ce que je suis à l'ombre ou est-ce que je suis au soleil? En fait, pouvoir cheminer dans un espace quotidien en faisant des choix alors qu'on le parcourt tous les jours, ça c'est vraiment une des qualités de la ville. Et donc, ce contre quoi il faut qu'on se préserve en fait dans la ville nouvelle qu'on construit, c'est de construire la ville comme un Ikea, quoi, où il y a un point, il y a la piscine à bulles et l'entrée et l'escalator qui monte, et puis ensuite on fait tous le même chemin et à la fin on passe en caisse et on achète des knackis. Il faut que ça se passe autrement, quoi. Il faut qu'on puisse un tout petit peu flâner. Et donc, ce sur quoi on est très attentif avec les architectes urbanistes TVK, c'est de suivre les cheminements existants et futurs à partir aussi de cette espèce de cœur battant du pôle de transport, de fabriquer les choix, les alternatives, les variations de ces transports-là, et d'accompagner tout ça par quelque chose auquel Raphaël tient beaucoup aussi, qui est la programmation des socles, du ré de la ville, qui doit avoir suffisamment d'intérêt pour qu'il y ait une forme de porosité entre le dedans et le dehors. Alors, ouais, moi, ça m'intéresse, peut-être qu'on s'arrête 2 secondes sur cette notion de dedans-dehors, parce qu'elle m'a l'air structurante. Elle n'est pas si simple à concevoir ou à conceptualiser quand on n'est pas habitué peut-être à comment on construit une ville. Et pourtant, on sent bien, même dans ce que tu dis, qu'il y a un enjeu là absolument important entre le flux, le piéton, le passage, ce qui se passe au rez-de-chaussée du bâtiment. Comment est-ce qu'on peut répondre à toute forme d'attractivité à travers ce rez-de-chaussée? Est-ce que ça doit pouvoir progresser devant? De quelle manière? À quelles conditions, là encore? Est-ce que la réflexion menée actuellement sur Val-de-Fontenay vous fait avancer avec la maîtrise d'œuvre sur cette question, cet enjeu du dedans-dehors? Oui, on y est très attentif parce qu'on pense que le dedans a besoin du dehors et inversement. Donc, c'est-à-dire que pour que Habitude, par exemple, l'association qui occupe ces lieux, trouve un jour un local en rez-de-chaussée qui ne soit pas comme ici un test ou un moment temporaire, mais un lieu où s'installer, ils vont avoir besoin du flux, ils vont avoir besoin de la vitrine, mais ils vont aussi avoir besoin peut-être de la livraison, peut-être des espaces techniques à l'arrière. Ils vont avoir besoin de caractéristiques spatiales et architecturales pour aller bien. Et beaucoup d'entre elles, concernent l'espace public. Et l'espace public en tant que circulation et en tant que support de fréquentation, de flux humains, d'adresses aussi et d'images aussi. Donc ça, c'est assez important. Donc on sait que quand on dessine de l'espace public, on le dessine aussi pour ceux qui vont l'habiter en étant les occupants du ré. Mais à l'inverse, on a aussi besoin, pour que l'espace public soit agréable, accueillant, vivant, sécure, on a besoin de ce qui se passe à l'intérieur pour accompagner le regard, rythmer la promenade, capter l'intérêt, éclairer, même au sens propre. Quand il fait nuit à 17h10, c'est agréable de marcher le long d'une façade qui est éclairée, qui est ouverte, qui attire le regard, qui propose aussi une présence humaine. Donc tout ça, c'est des choses qui sont déterminantes, surtout quand on cherche à transformer des mobilités. Si on veut fabriquer un quartier qui est moins dépendant de la voiture, et on va être obligé, pour plein de raisons, d'abord, pour commencer, à cause du fait qu'on va être trop nombreux à avoir besoin de s'y rendre. Et donc, dans une voiture, ça ne marche plus. Si on veut transformer ces mobilités-là, il faut que la possibilité de marcher, qu'il y ait une expansion, quoi. Qu'aujourd'hui, on fait 200 mètres à Val-de-Fontenay dans des conditions confortables. On aimerait pouvoir dire que c'est possible de marcher 800 mètres sans avoir l'impression que c'est la punition, quoi. Voilà. Moi, j'aimerais revenir sur la notion de socle et des commerces en rez-de-chaussée, parce que je pense que pour la bonne compréhension de tout le monde, il faut voir d'où on part sur le secteur du Val.
puisqu'aujourd'hui on a, et je pense d'ailleurs l'utilité et la nécessité d'avoir une intervention justement publique sur ce volet-là et une vision un peu cohérente, globale à l'échelle de l'opération sur la programmation notamment commerciale des rez-de-chaussée, mais pas que. Aujourd'hui, les développements qui se sont produits dans les années 1990, 2000, 2010 sur le secteur du Val de Fontenay ont amené à des ensembles de campus tertiaires assez massifs qui fonctionnent avec des services, des commerces qui sont complètement renfermés sur eux-mêmes et qui fonctionnent à une unique destination des salariés. Je pense par exemple au bâtiment de la Société Générale dans lequel j'ai eu récemment la chance de pouvoir entrer et de voir à l'intérieur, au rez-de-chaussée de cet immense bâtiment, de cet immense ensemble même, de cet immense îlot, toute une vie de rez-de-chaussée qui se déroulaient à l'intérieur de ce bâtiment avec des cafés, des pressings, des salles de sport, des restaurants, des tables de ping-pong, des salles de séminaire. Et donc sur un modèle qui était celui des années 90-2000, qui revient encore, qui se pose encore d'ailleurs beaucoup aujourd'hui avec la programmation des bâtiments de bureaux et notamment leur RIE par exemple, puisqu'on a la volonté sur le Val de Fontenay de développer une offre de restauration structurante à destination de tout le monde, ouverte sur la ville, mais qu'on est confronté à cette offre concurrentielle avec un discours en plus aujourd'hui qui revient dans un contexte tertiaire complexe, en crise, sur l'aménagement et la production de services à destination des salariés, mais qui est complètement intériorisé au bâtiment tertiaire. Et donc avec ce discours récurrent que l'on essaye d'avoir et de porter, de demander à ouvrir vraiment les rez-de-chaussée des bâtiments tertiaires sur l'espace public. Mais peut-être que François, tu peux nous partager un peu ton expérience de ces dernières années sur ces questions-là et dans les relations partenariales qu'on entretient évidemment avec l'ensemble des utilisateurs de la zone. Voilà, comment est-ce que toi tu verrais par exemple ces freins-là et comment est-ce qu'on arriverait à y remédier? C'est clair qu'il y a aujourd'hui si on part du plus contraignant, le propriétaire du bâtiment et parfois l'utilisateur qui, si c'est un grand groupe bancaire, d'énergie ou autre, il a parfois le sentiment qu'il est protégé dans son fonctionnement et dans son mode de travail s'il n'y a personne d'autre qui pénètre dans le bâtiment. Il faut montrer patte blanche, etc. Mais y compris si toute l'offre de restauration, de services, qui est dans le bâtiment ne lui sont proposés qu'à lui et à ses salariés. Et ce serait une perte presque de sécurité ou d'intérêt pour ses salariés si cette offre-là était ouverte sur l'extérieur. Et pour le propriétaire du bâtiment, il a le sentiment que s'il ne met pas énormément d'offres dans son rez-de-chaussée à destination des futurs utilisateurs, il y aura moins de gens qui voudront utiliser son bâtiment. Donc on en revient en termes de logique à intérioriser dans le bâtiment la place du village, tout ce qu'on aurait pu trouver sur la rue, il faut mieux le mettre à l'intérieur pour être sûr de capter l'intérêt des salariés. À mon sens, le principal atout qu'on a pour faire évoluer ça, c'est ce qui va intéresser le propriétaire au premier chef ou l'utilisateur, c'est un gain économique à avoir plus de gens qui viennent participer au restaurant et donc au chiffre d'affaires du restaurant, et puis peut-être à la redevance et au loyer du restaurant, s'il n'y a pas seulement les salariés qui viennent y manger, mais peut-être des gens de l'extérieur, et en fin de journée, un happy hour ouvert sur l'extérieur, etc., etc. Donc il me semble qu'on peut faire évoluer ça, déjà en leur faisant toucher du doigt l'intérêt économique qu'ils ont à ouvrir ces services sur plus de gens, plus d'utilisateurs ou plus de clients. Ces services-là, que ce soit de restauration ou autre. Le deuxième atout qu'on pourrait avoir, c'est le fait de leur imposer l'ouverture, avec une règle ou avec une négociation au moment de la création du bâtiment qui permettrait d'obliger l'ouverture du rez-de-chaussée sur la ville, ou dans des linéaires, ou sur des angles qui semblent nécessaires.
Et certainement un soigneux mélange des deux me permettra d'y arriver. Cette réflexion me fait penser à peut-être quelque chose qui nous sera utile à tous, en tout cas qui est très importante pour l'opération d'aménagement. Est-ce que le fait de réussir ces socles, qui sont absolument nécessaires pour que la ville, entre guillemets nouvelle, qu'on vient de créer sur le Val de Fontenay, puisse fonctionner en tant que telle, qu'il y ait des rez-de-chaussée qui soient activés pour eux en lien avec l'extérieur. Est-ce que de réussir ça, c'est pas une manière aussi de permettre la réussite de la relation avec la ville existante en face, qui elle demeure, le grand ensemble, ou côté est des voies ferrées, le quartier des Alouettes avec son tissu urbain plus hétéroclite, plus traditionnel de la banlieue parisienne, avec de l'entreprise, de la petite maison, du petit collectif. Est-ce que le fait de réussir ces rez-de-chaussée, ces socles, c'est pas une manière de rendre possible la greffe entre l'extérieur de la zone d'aménagement qui vient de traverser, en permettant à des gens qui viennent des quartiers environnants de marcher dans cette ville-là et se retrouver dans une ville avec un vocabulaire plus commun, parce qu'il y a des vitrines qui sont allumées, parce qu'il y a des cafés auxquels on peut s'arrêter, dans lesquels on peut rentrer, et rendre possible cette greffe-là. Je ne sais pas ce que ça te fait réfléchir, ou ça te fait penser, cette... Après, peut-être que du coup, la dimension, moi je suis assez d'accord avec ce que tu dis, mais ne touche pas uniquement les commerces de proximité, mais va embrasser des programmations qui sont en réalité beaucoup plus larges et doivent être en réalité beaucoup plus larges. C'est-à-dire qu'on a effectivement les commerces de proximité, mais on a tout ce qui est également serviciel, équipement public, économie sociale et solidaire, qui peuvent être des garants d'attractivité des socles en rez-de-chaussée. Et puis tout le rapport, en fait, on peut même avoir évidemment des rez-de-chaussée qui soient animés, ouverts sur l'extérieur et qui ne sont pas de ce type-là, qui peuvent être du logement ou qui peuvent être bien sûr d'autres programmations, mais qui, dans le lien peut-être du rapport dedans-dehors, vont générer justement une greffe qui pourrait fonctionner. Ah oui, bien sûr. Comment on réussit la greffe? On la rate souvent dans les projets urbains, la greffe souvent, avec les quartiers qui sont alentours et qui parfois se sentent étrangers à la transformation qui a lieu. Oui, on la rate, mais aussi parce qu'on ne se pose pas toujours franchement, c'est une litote, la question de cette greffe. Et là, moi je voudrais vraiment saluer le travail de la SPL Marne-Ouest, parce que vous êtes en train de fabriquer quelque chose qui, au plan opérationnel, financier, est extrêmement difficile, beaucoup plus difficile que de l'extension urbaine simple, avec de la maîtrise foncière, etc. Mais c'est, de mon point de vue, absolument certain que le fait qu'on soit dans une transformation, plutôt que dans une extension, est susceptible de nous aider à faire une greffe réussie, pour pas mal de raisons. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut peut-être aussi faire pour le tertiaire, en travaillant sur les socles, en étant très exigeant sur leur qualité et en offrant une trame d'espace public sur laquelle aussi on met énormément d'exigences. C'est de fabriquer une adresse pour ces tertiaires-là. Je pense qu'il y a effectivement un intérêt économique à ce que ces socles soient vivants. Je pense qu'on peut effectivement les contraindre, et d'ailleurs on le fait dans le PLUI avec des linéaires commerciaux qui s'imposent à des bâtis nouveaux. Mais je pense qu'on peut aussi rendre service à tout le monde, et à commencer par les entreprises ou les opérateurs, les porteurs de projets, en faisant que Val de Fontenay devienne une adresse, c'est-à-dire que la personne qui, comme moi, attendra le RER sans jamais être sortie, qu'elle associe ce lieu à quelque chose d'autre que son attente dans le transport en commun ou sa sortie de bretelles, qu'elle sache qu'il y a peut-être des lieux là dont on a entendu parler. On a su que des gens venaient faire des choses à Val de Fontenay autres que métro, boulot, retour chez soi, quoi. Enfin, autre que le pendulaire, quoi. Et donc ça, je pense que la création d'une adresse, c'est quelque chose qui nous intéresse tous, et moi qui m'intéresse aussi, pour reboucler avec ce que je disais au début, dans cette idée de la remise dans un cycle d'usage d'un quartier qui a vieilli et qui a besoin de trouver un second souffle. On a ça à faire dans beaucoup de lieux de la ville, hein, et enfin, je pense qu'on oublie que le Marais, c'était un quartier qui était en fin de cycle d'usage à un moment donné, et qui s'est complètement réinventé. Ça paraît difficile à croire, en fait, en 2024.
mais c'était le cas. Et aujourd'hui, plein de villes, plein de centres de nos villes cherchent ce second souffle, cette nouvelle histoire, aussi parce qu'ils cherchent des usages nouveaux. Parce que c'est plus on vit plus dans le centre de nos villes en tenant un petit commerce, en habitant au-dessus, par exemple. Et ben à Val-de-Fontenay, on ne travaille plus dans des grands tertiaires aujourd'hui comme on le faisait en 1990 et même au début des années 2000, donc on doit réinventer. Mais ça, le fait que l'existant existe déjà et qu'on ait pris une position collective de ne pas le déconsidérer et donc d'essayer de le transformer quand c'est possible, de se donner les moyens de le transformer dès que c'est possible, même, on pourrait dire. Je pense que ça nous aide parce qu'on travaille sur des symboles, on travaille sur des images qui peuvent être fortes. Je pense à la gare du Val-de-Fontenay, qui est un bâtiment très intéressant. Et quand on sort du RER, on voit ça, en fait, cette rotonde orange qui est très caractéristique et qui, très 70s. Et qui nous situe, en fait, qui nous situe. Et ça, c'est très important de savoir où on est. Et je pense aussi au RIE, des bâtiments tertiaires de Niemeyer qui sont juste ici à côté de nous, là, qui est un bâtiment rond construit par Oscar Niemeyer, très beau, qui aujourd'hui n'a plus d'usage. Et on voit bien que réinvesti, ça peut aussi fabriquer une adresse, ça peut aussi qualifier un site, ça peut aussi fabriquer quelque chose que par exemple à Montreuil on connaît avec Mosinor. À ce lieu, il n'y en a pas d'autres ailleurs. Mais pour ça, je pense que, il y a un levier aussi qui est complémentaire et absolument nécessaire, qui est, tu parlais d'usage, mais c'est l'intensification de ces usages aussi. Et on est quand même sur un pôle gare qui, aujourd'hui, est desservi par le A, par le E, demain par la 15, par le T1. Par la ligne 1 du métro. Par la ligne 1 du métro. On y croit. Et qui, c'est une question, mais qui doit aussi assumer son rôle de production de logement pour générer de la mixité fonctionnelle, pour générer de l'intensité d'usage, justement, pour pouvoir faire fonctionner tout ça, pour pouvoir aussi en partie financer tout ça. Mais est-ce que s'il ne faut pas construire aujourd'hui du logement quelque part, c'est pas bien sur le secteur du Val-de-Fontenay? Ben, c'est là, tout d'abord, parce qu'on a besoin de logement. Enfin, vraiment, en premier lieu, il faut le redire, il y a absolument besoin de logement ici, dans cette partie de l'Île-de-France, avec ce niveau de service, ce niveau aussi de qualité de l'environnement urbain. On a une ville qui est très belle, qui est très bien équipée, c'est un lieu où il fait bon vivre ici. Donc on a une demande de logement qui est forte. Donc il faut déjà pouvoir y répondre. Enfin, construire du logement d'abord pour loger des gens. Ce qui est passionnant ici, c'est qu'on peut le faire de plein de manières différentes, en transformant dans de la réhabilitation, du coup avec des logements qui sont des logements atypiques, des manières d'habiter un peu différentes, et on peut aussi produire du logement, et ici on peut aussi construire. Et donc c'est une opportunité qu'il faut absolument saisir. Donc il faut se poser la question de dans quelles conditions on peut bien habiter vraiment le Val, qui, plus que la ZUP, se trouve en interaction avec des infrastructures, y compris automobiles, très fortes. Et donc on se pose la question de, tant que nos autoroutes auront la tête qu'elles ont, personnellement je pense que c'est pas pour très longtemps, mais à l'échelle de la vie d'un habitant, ça peut être long. Donc il y a un temps là où on va encore habiter, pas trop loin d'une autoroute. Et c'est super, mais on a envie de pouvoir respirer correctement. Donc on travaille aussi où est-ce que c'est bon d'habiter dans ce quartier-là, où est-ce que c'est agréable, où est-ce qu'on peut trouver aussi une échelle domestique, alors que pour l'instant on est sur un site qui est très métropolitain dans son écriture et dans ses usages. Et l'intérêt évidemment de construire du logement ici et de produire du logement dans des bâtis existants, c'est de, bien sûr d'intensifier, ça j'y crois beaucoup, mais aussi de réconcilier les temporalités de la ville. Parce que on est ici dans quelque chose d'assez typique où il y a le temps du travail et le temps des habitants. Et aujourd'hui, ils se recouvrent assez peu. Et ce qu'on peut espérer, c'est qu'il y ait beaucoup plus de recouvrement, de foisonnement et d'intérêt réciproque qui soient trouvés si on n'avait pas des morceaux de ville
ouvrait avec l'ouverture des bureaux, fermait un peu avec la fermeture des bureaux, ou dépendait autant d'un hypermarché et de ses horaires d'ouverture-fermeture, de ses flux, etc. Ça, c'est quelque chose qui est très motivant dans ce projet-là, c'est de réussir à s'adresser en commun aux travailleurs du pôle tertiaire et aux habitants, et de leur rendre service à eux ensemble. Dans ton propos, c'est assez, ça me semblait très clair, mais assez surprenant, qu'il n'y ait pas d'opposition entre transformer, pour créer du logement dans du bureau par exemple, et construire du logement neuf. On a parfois l'habitude d'opposer les deux. On fait que construire, donc on démolit tout ce qui existe pour construire neuf, ou non, il faut faire que de la réhabilitation. J'ai le sentiment, dans ce que tu disais, qu'il était possible, peut-être même souhaitable, ici de faire les deux. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus là-dessus, sur cet enjeu-là? Réhabilitation nécessaire peut-être, construction neuve nécessaire aussi peut-être, et comment concilier les deux? Moi, je suis convaincue que c'est deux outils d'importance équivalente qui sont à notre main quand on transforme. Je trouve qu'on a une grande facilité à comprendre, à arbitrer entre ces deux outils-là quand les lignes du projet sont claires. Et ici, elles sont extrêmement claires. On sait ce qu'on veut faire. On sait ce qu'on veut faire en termes de programme. La commande politique, elle est claire. C'est d'avoir un quartier mixte à l'est de Fontenay. Et donc ça, c'est extrêmement clair. Donc ça veut dire se donner les moyens d'accueillir des habitants, se donner les moyens de mieux servir le pôle tertiaire qui existe. Donc on sait où on va, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et par ailleurs, on a des directions de projet en termes de conception spatiale qui sont aussi très claires, celles avec lesquelles on a commencé cette discussion, qui sont d'étendre et de conforter une trame d'espace public qui est extrêmement qualitative, dont on hérite avec la ZUP et la géographie fontenaisienne, et qu'on peut venir étirer, prolonger sur le quartier plus tertiaire du Val de Fontenay, et où à l'est du faisceau d'infrastructures de la 86 et du RERE, on peut aussi venir créer un équipement, un parc qui bénéficie de l'infrastructure autoroutière en venant s'installer sur les talus hauts de l'autoroute. Donc ça, c'est hyper intéressant. On sait qu'on veut faire ça. On a dessiné ces prolongements-là. On s'est mis d'accord sur un rythme de reconquête de l'espace public dans des plateformes imperméables extrêmement importantes aujourd'hui. Donc on va fabriquer des hectares d'espace public nouveaux et on va désimperméabiliser massivement. Ok, on a dit ça. Donc maintenant, en fait, on va beaucoup plus finement entrer dans les îlots. On va regarder chaque bâtiment et donc il y a une attention à l'existant qui est extrêmement forte. On rentre dans tous les plans, on regarde toutes les capacités structurelles, les capacités spatiales, les bâtiments. On s'interroge sur leur intérêt et puis après on regarde si c'est faisable, intéressant, souhaitable de transformer. Mais on a quand même un socle qui était aujourd'hui très dégradé parce que extrêmement asphalté. On avait presque plus de sol en fait ici. Le sol d'origine, le sol de 1950 de l'Est de Fontenay, il n'existe plus. Sur ce site, il a été à plein de reprises différentes, et d'abord par les infrastructures, ensuite avec le pôle tertiaire, tellement retourné qu'on ne le trouve plus. Et donc nous, on va venir en refabriquer. Mais on a des assiettes sur lesquelles il est possible de construire, extrêmement tranquillement, sans état d'âme, quoi. Et d'autant plus que ce nouveau tramway arrive, la gare SGP arrive, qu'on va se trouver dans un site où venir étudier, élever des enfants, venir travailler, ça va être agréable. J'ai un enjeu qu'on a effleuré tout à l'heure en parlant des existants et des gens qui habitent là et de ceux qui travaillent là. Il y a un enjeu, et on va peut-être arriver au terme de notre discussion, donc je ne voudrais pas qu'on termine la discussion sans l'aborder. Comment est-ce qu'on fait pour échanger avec les habitants, ou les populations, d'ailleurs les habitants ou salariés, pour échanger avec eux dans le cadre de la fabrication d'un projet urbain? Là aussi, c'est quelque chose qu'on essaie parfois de faire, parfois plus ou moins, mais qu'on n'arrive pas toujours
parce qu'il est compliqué de faire d'intéresser les gens à un process de transformation urbaine, parce que c'est des enjeux qui ne sont pas forcément simples à appréhender. Or, j'ai la conviction qu'on ne peut pas y arriver si les gens qui habitent là ou qui y travaillent ne se sentent pas un tout petit peu concernés par le process de transformation en tant que tel. Comment est-ce que dans l'opération de Val-de-Fontenay-Alouette, cette question de la... C'est pas la concertation en tant que telle au sens de 1995 comme on a toujours fait ou de 2005, mais comment est-ce qu'aujourd'hui on réinterroge cette concertation-là ou en tout cas cette parole donnée aux habitants ou cette manière d'échanger avec eux qui est nécessaire pour réussir notre projet de transformation de la zone. Alors ce qu'on fait ici, encore une fois, avec la chance d'avoir une commande politique qui est claire, c'est-à-dire qu'on va discuter avec les gens, parce que c'est pas toujours ouvert. Des fois, on ne fait pas. Des fois, on ne fait pas ça. Donc ici, on a le droit de le faire, on est même encouragé à le faire. Et on a des élus, et y compris des élus de quartier, qui connaissent très bien le site, qui sont mobilisés et qui travaillent sur le projet et qui sont avec nous quand on rencontre les habitants. Donc ça, c'est quand même aussi des conditions du faire qui ne sont pas toujours réunies, quoi. Et ça paraît un peu basique de dire ça, mais encore faut-il qu'on se donne les moyens de le faire. Pour moi, il y a vraiment 3 pistes très très importantes vis-à-vis des habitants et ça va paraître super simple, mais bon, de mon point de vue, c'est vraiment ça qu'il faut faire. D'abord, il faut se donner du temps. Ça prend du temps d'aller rencontrer des gens. Ça prend des temps dédiés, et des temps dédiés qui sont coûteux, parce qu'ils sont le samedi, ils sont le dimanche, ils sont le soir. Parfois, il n'y a que 5 personnes qui viennent, et on ne sait pas très bien pourquoi cette fois-là, il n'y a que 5 personnes qui viennent, alors que la fois d'avant, il y en avait 70. Et pourquoi? Est-ce que ça n'intéresse pas? Enfin, en fait, il faut prendre du temps. Donc déjà, ça, c'est un vrai sujet de prendre ça au sérieux. Si jamais on prend ça au sérieux, alors il faut donner du temps à ça. La deuxième chose qui paraît aussi extrêmement simple, c'est qu'il faut dire la vérité. Donc, dire la vérité, ça veut dire on ne sait pas, on n'a pas encore réussi à atteindre un accord, surtout quand à Val-de-Fontenay, on travaille en négociation avec des privés, quand on n'est pas maître de l'ensemble des terrains, mais qu'on est pour toute une part dans un urbanisme de négociation, qui joue justement sur incitation-contrainte, et être capable de transmettre à des habitants qu'est-ce que c'est que jouer de ces curseurs-là pour aider les lieux à se transformer, mais en même temps que ça se transforme selon nos souhaits. Ça nécessite aussi d'expliquer ces logiques d'aménagement-là, de prendre du temps, et ça veut dire qu'on renonce à rendre une copie en croisant les doigts qu'on nous donne une bonne note. Et donc on n'est plus du tout dans cette logique-là de rendu ou d'affichage, on est dans une logique de collaboration. Et de collaboration où parfois on se quitte avec des habitants pas contents. Et c'est OK, parce que la conflictualité, ça fait partie de la fabrique de la ville en fait. Et donc voilà, dire la vérité, je pense que c'est quelque chose qui est très très important. Puis il y a quelque chose qu'on fait ici, et ce lieu en témoigne aussi, c'est sortir la concertation des salles de réunion. Arrêter de penser que la bonne manière de faire, c'est de donner rendez-vous dans la salle polyvalente d'une école à 19h30. C'est important de faire ça, parce qu'il faut informer. Et qu'informer, on ne fait rien sans ça. On ne fait rien sans le niveau de base de l'information, le niveau le plus commun, la chose la plus habituelle de la concertation, c'est ça. C'est pouvoir aller dans une école, arriver un quart d'heure en retard, partir 20 minutes avant la fin, avoir attrapé les 3 infos qui nous manquent. C'est important de faire ça. Mais par ailleurs, il y a ce commerce, et derrière les vêtements, il y a des plans, et on va remettre la maquette. Et donc, il y a aussi sortir la concertation des salles de réunion, c'est aussi sortir la concertation des temps dédiés. Ça veut dire que la vie commerciale, la vie quotidienne, elle parle du projet. Et on a d'autres rendez-vous, et les paysagistes, ils fabriquent aussi plein de rendez-vous avec les lycéens, ils fabriquent plein de rendez-vous avec les riverains sur faire ensemble les espaces publics et dès maintenant. Et ça ouvre plein d'espaces de dialogue qui ne sont pas des espaces de dialogue concertation, fin de la concertation, et qui sont simplement une habitude déjà d'un contact régulier, quotidien avec des usagers,
avec une possibilité de dire le projet est en train de se faire tout le temps dans n'importe quelle circonstance de la vie, quoi. Et finalement, des petits signaux faibles tout le temps pour les habitants que quelque chose est en train de se faire. Et que le jour où ils auront envie, parce que enfin c'est le quartier qui les intéresse, enfin c'est le sujet qui les intéresse, ou que leur vie a changé et qu'ils se disent que peut-être là, ils ont envie d'en savoir plus sur le projet urbain, ce jour-là, ils savent où frapper à la porte, comment venir ou pas, quoi. Est-ce que pour Raphaël, ton propos, Gwenaëlle, me fait rebondir, mais renoncer à remettre une copie pour éviter la mauvaise note, mais ça c'est le rêve de tout ancien élève, ou de tout étudiant, mais ça veut dire pour un aménageur aussi s'abstenir de remettre un plan masse figé sur lequel effectivement on va être appelé à noter, mais ça impose aussi de ne pas avoir un outil qu'on a eu l'habitude d'avoir, qui est ce plan masse figé avec les 5 pers qui vont pouvoir faire le tour de monde de toute la communication. Ne pas se donner ça, s'abstenir de faire ce travail-là, de figer, et avec la représentation assez commode qu'on a parfois de le faire, est-ce que ce n'est pas un frein au bon déroulement de l'opération d'aménagement, ou comment on s'en sort justement sans ces outils-là que sont la copie figée, son plan masse, avec les 3 pers qui vont avec? Super question, Monsieur Browick. Oui, je pense effectivement que se projeter dans l'avenir et un avenir assez lointain, je pense, reste nécessaire évidemment pour fixer des impondérables de projet, là où on veut aller collectivement, c'est important et de pouvoir d'ailleurs le partager avec les habitants, et certainement une condition de réussite d'un projet. Après, là où la question est extrêmement intéressante, c'est que je pense effectivement qu'on aménage aujourd'hui pas du tout de la même façon qu'on aménageait hier, et qu'il est extrêmement périlleux de s'aventurer dans des projections futures à trop long terme qui seraient déconnectées des réalités telles qu'elles seront dans 10, 20 ou 30 ans, notamment d'un point de vue programmatique. On voit que les choses bougent énormément, sont très incertaines. Voilà, il y a des crises, il y a un contexte environnemental qui est très préoccupant et qui nécessite qu'on s'adapte chaque jour aussi dans nos métiers un peu plus. On a une crise sociale qui nécessite aussi qu'on puisse agir avec beaucoup d'agilité justement, et d'humilité aussi dans ce qu'on propose en tant que plan urbain. Et c'est dans ce cadre-là où effectivement le master plan est presque un outil qui évolue et doit évoluer, être amené à évoluer presque chaque jour en fait. Ça reste un outil d'aménagement. Après, encore une fois, je pense qu'il n'est pas raisonnable aujourd'hui d'avoir des certitudes sur ce que sera ce quartier-là dans 50 ans. Et c'est là où voilà, cet outil montre aujourd'hui, je pense, ses limites. Après, aujourd'hui, tout notre métier d'aménageur gravite aussi un peu autour de ces projections-là, les procédures, notre cadre financier aussi de bilan d'aménagement, qui nécessite aussi de penser les choses à relativement long terme. Et je pense qu'aujourd'hui, ces choses-là nécessitent à être bien sûr questionnées. Moi, je voudrais dire quelque chose là-dessus très bref. Je pense qu'on va continuer à faire du plan masse, enfin, en tout cas, avec TVK sur Val de Fontenay. On dessine comme ça. Et on dessine même beaucoup plus précisément, parce que comme on travaille sur de l'existant, on a besoin absolument de s'assurer qu'on est en train de transformer correctement, ou d'envisager de transformer correctement. C'est le statut du plan masse qui change. C'est juste que ce plan masse, on le fait tout le temps. C'est juste que, c'est pas qu'on ne dessine plus, c'est qu'on dessine tout le temps. Au lieu d'avoir terminé, hop, monsieur l'aménageur, un plan masse, on sait que le plan masse qu'on donne à un moment, il est un support de travail et il va être déclencheur de projets ou de modifications. On sait bien qu'on va devoir le redessiner dans 6 semaines. Et je trouve que c'est extrêmement vertueux, et ça fait lien aussi avec la question de tout à l'heure sur la co-conception ou la collaboration avec les habitants et les utilisateurs du quartier. C'est-à-dire que
On ne peut pas décemment arriver auprès des habitants avec des choses qui sont complètement figées, sinon on leur ment. Si on veut vraiment être dans la co-construction, voilà, il faut aussi, tu parlais de dire la vérité et de poser un cadre, un discours démocratique avec les utilisateurs, de pouvoir dire, bah, ok, voilà, ce plan-là c'est celui d'aujourd'hui, mais vous allez peut-être nous dire aujourd'hui des choses qui vont faire que ça va bouger, ou on va avoir une activation de tiers-lieu qui va faire qu'à un moment donné, on ira plutôt dans cette direction que dans celle-là, sont à mon avis des choses essentielles aujourd'hui dans la façon de bien mener nos projets. Bon, c'est extrêmement frustrant de devoir arrêter là la discussion, mais je pense qu'on a presque atteint l'heure d'échange. Un grand merci à toutes les deux. J'aurais bien aimé qu'on poursuive encore, mais ce sera pour une prochaine fois. Encore merci à vous deux et à très bientôt. À bientôt, François. Merci.